Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. Carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous souhaitez revenir ce matin sur la crise des parrainages qui est en train d'emporter avec elle l'élection présidentielle. Oui, Dimitri. Car cette crise des parrainages qu'on voyait venir depuis des semaines, pour ne pas dire des années, est le fruit d'un pourrissement de la vie démocratique française qui s'étale sur plusieurs décennies, culminant désormais dans une semaine infernale, risquant d'aboutir à une véritable crise de régime. Car la question des parrainages, quoi qu'on en dise, ne relève pas seulement du dysfonctionnement d'un système électoral mal adapté aux nouvelles formes de candidature dans une société où l'offre politique tend à s'affranchir des partis traditionnels. Elle relève dans le cas présent de l'acharnement idéologique. Elle nous rappelle que depuis quelques décennies déjà, tout désaccord significatif, substantiel, que toute contradiction fondamentale est refoulée à l'extrême droite et que la définition de cette dernière n'a cessé de s'étendre au rythme où le système se déracinait de l'identité nationale et des classes populaires. Elle nous rappelle la volonté maintes fois exprimée de tendre un cordon sanitaire contre les Français ayant commis cette forme suprême d'incivilité consistant à mal voter et devant pour cela être condamnés au bannissement civique. Alors on revient à la querelle du jour. Ce n'est pas d'hier que la question des parrainages se pose, surtout au FN devenu le RN. Il était bien vu de l'accuser de se victimiser lorsqu'il confessait son inquiétude avant chaque présidentielle, de ne pas rassembler les parrainages nécessaires, ce qui condamne chaque fois un candidat à mener une campagne en claudiquant. Et c'est un même traitement qu'on réserve aujourd'hui aux candidats de reconquête, du RN et de la France insoumise, aussi marqués, pour d'autres raisons, mais moins violemment, du sceau de l'infréquentabilité. Derrière leur difficulté à récolter les signatures, on trouve un refus de légitimer leur présence dans le débat politique, comme le confessaient hier Sandrine Rousseau et Anne Hidalgo, cette dernière croyant nécessaire de tenir Éric Zemmour éloigné de la présidentielle et de ses 16% d'intention de vote au nom de la démocratie. Il faudrait donc sauver la démocratie du peuple tenté par le mal, c'est bien trouvé. Alors vous dites que le blocage est idéologique. Est-ce que c'est le seul blocage? Non, on y verra aussi la marque d'un système politique sclérosé, dévitalisé, où le système des partis ne recoupe plus les courants politiques et idéologiques profonds qui travaillent la société. Le système politique ne travaille plus à produire électoralement la volonté populaire, mais à l'entraver, à l'inhiber. Comment ne pas y voir la concrétisation d'une grande crainte, une crainte du général de Gaulle, celle de la confiscation de la vie politique par le régime des partis? Car c'est ce qui se passe. Les partis veulent verrouiller les institutions à leur avantage exclusif. Je parle de partis qui ne relaient plus la volonté populaire, mais qui sont incrustés dans les institutions et qui entendent désormais réguler la vie démocratique alors que les électeurs les ont désertés. Et ils le font avec une affreuse condescendance, à la manière du Front des notables s'autoproclamant filtre démocratique contre des candidats traités comme des aventuriers malfaisants. C'est ce que dit Dominique Bussereau. Je le cite, « Celles et ceux qui n'obtiennent pas leur parrainage en sont responsables. S'ils incarnaient une vraie présence sur le terrain, il y aurait une vraie légitimité. » J'ajoute Jean-Pierre Raffarin qui dit la même chose. Cela relève le manque d'intérêt pour les territoires de certains candidats. Ils partent trop tard dans la course au parrainage car ils préfèrent la médiatisation au contact direct avec les élus. Fin de la citation. Ces notables fiers d'eux-mêmes, ces féodaux orgueilleux, empêchent l'émergence de forces qui contribuent, quoi qu'on pense de ce qu'elles proposent, au renouvellement de la volonté populaire, qui témoignent de l'émergence d'aspirations nouvelles contre lesquelles un système politique ne peut pas s'imperméabiliser sans se fossiliser. Faut-il le rappeler que le général de Gaulle voyait dans la présidentielle la rencontre singulière d'un homme avec un peuple, mais nous ne serons pas surpris, ce n'est pas d'hier qu'on se revendique du gaullisme pour mieux le trahir. Vous parlez, Mathieu, de crise de régime. Et qu'entendez-vous par là? Quand une démocratie empêche concrètement l'opposition et ses candidats de participer aux élections, ce n'est plus une démocratie. Quand une démocratie empêche potentiellement la quasi-moitié du corps électoral de participer à la compétition politique, elle se frappe d'illégitimité. Quand une démocratie entend cadenasser les institutions contre un peuple jugé immature ou dangereux, car il a le malheur de ne pas vouloir ce que ses leaders veulent pour lui, elle devient une caricature d'elle-même. Il faudrait dès maintenant se demander comment les trois grands partis risquant le bannissement de la présidentielle réagiront s'ils en sont vraiment éjectés. Dans un pays traversé par la tentation de l'insurrection permanente, rien ne dit qu'ils accepteront paisiblement cette guillotine civique. Quelle protestation décideront-ils de mettre de l'avant pour marquer leur opposition? Marine Le Pen elle-même rappelait très justement que la France est une cocotte minute et que la situation sociale déjà explosive pourrait dégénérer si un des trois grands candidats mentionnés ne pouvait participer à la compétition présidentielle. Soyons sérieux, une élection présidentielle dont serait exclu Zemmour, Le Pen ou Mélenchon virerait à la faillite démocratique. C'est aussi simple que cela. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Bonne journée à vous.